Et on le voit, l'Europe est humiliée, Macron est humilié, c'était le cas encore il y a quelques jours au Vatican, et les négociations entre les Américains et les Russes, on le sait, c'est pas uniquement sur l'Ukraine, c'est tout un tas de négociations sur le plan économique. Une des dernières informations, on en parlera tout à l'heure avec le spécialiste de l'énergie Fabien Bouglet, qui l'a annoncé depuis quelques jours déjà. Dans le cadre des négociations entre les Américains et les Russes, il y aurait cette idée quand même absolument inimaginable qui serait de rétrocéder le Nord Stream aux Américains, qui ainsi prendraient le contrôle de l'approvisionnement en gaz russe de l'Europe, mais avec la possibilité à tout moment de couper le robinet, et puis surtout de taxer évidemment l'Europe pour que ils puissent écouler en même temps leur GNL, leur gaz de schiste. Alors là, on est au sommet. Là, sachant qu'en plus, il y a de fortes suspicions comme quoi les Américains sont à l'origine du sabotage. Je ne sais pas quelle est ton interprétation, ton analyse de ce... Alors sur Nord Stream, je pense que c'est pas évident que s'il faut chercher si on pouvait faire mener des traces d'ADN, on trouverait de l'ADN d'Américains partout sur ce pipeline explosé. Seymour Hersh avait sorti un article très bien, très documenté, qui est un des plus grands journalistes d'investigation des États-Unis, accusant directement Biden et l'administration. Biden avait dit il avait dit à des journalistes que de toute manière, si Poutine entrait en Ukraine, il y aurait plus de Nord Stream 2. Donc il a dit. Et là, une journaliste lui demande mais comment vous allez faire parce que c'est pas un projet américain. Nord Stream 2, pour rappel, est un projet complètement européen parce qu'il y a des capitaux russes dedans, mais il y a également des capitaux français, il y a des capitaux suisses, il y a des capitaux allemands. C'est pas un projet russe, c'est un projet européen parce que les Européens n'ont pas beaucoup de gaz. Le Danemark, les Pays-Bas, on avait un petit peu, pas le Danemark, mais la Norvège aussi. Mais on a besoin de gaz. On peut couper. Si on n'en achète pas en russe, on va en acheter à qui? Pétromonarchie du Golfe ou ailleurs, peu importe, mais il va falloir en acheter aux États-Unis. Mais il s'en était vanté avant, et cui bono, à qui profite le crime? Donc c'est évident que en coupant le gaz russe, on illustre exactement ce qu'on vient de dire, Nicolas, de cette volonté des États-Unis de garder le contrôle sur ce grand espace géographique, ce que Brzezinski a appelé un protectorat. Il disait que l'Europe de l'Ouest est globalement un protectorat américain. Et c'est évident que c'est les Russes, les Américains qui ont fait ça. Est-ce qu'ils se sont servis de soldats ukrainiens, polonais? Ça, je ne sais pas, mais c'est eux qui ont commandité. Et aucune grande puissance n'est capable de faire ça sans que les États-Unis soient au courant. Et parce que, et comme par hasard, voilà, qu'est-ce qui se passe? On n'importe plus de gaz russe, moins en tout cas, mais on importe du gaz naturel liquéfié américain, que les Américains nous vendent a priori 4 fois plus cher que ce qu'ils vendent à leurs propres entreprises. À qui profite le crime? Donc, et c'est certes, ce qui est cynique dans cette histoire, c'est qu'en effet, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que Washington et Moscou discutent. Et on a des échos qui sont quand même positifs. Peskov, donc le porte-parole du Kremlin, dit que les discussions avancent bien. Lavrov, qui est donc le ministre des Affaires étrangères, dit que ça avance bien. Trump dit que ça avance bien. Witkoff, l'émissaire de Trump, le proche ami de Trump, dit que ça avance bien. Donc c'est quand même quelque chose de positif. Et comme tu le disais, Nicolas, il y a quelques instants, les sujets évoqués dépassent largement l'Ukraine. L'Ukraine, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. S'il doit y avoir un rapprochement entre Moscou et la Russie, on va parler de l'énergie, ils vont parler des produits agricoles, ils vont parler des différents points chauds dans le monde, en Asie, en Amérique latine. Ils vont parler de tous ces sujets, des anciens traités Open Sky, ciel ouvert, des armes nucléaires à portée intermédiaire. Il y a tous ces sujets qu'ils doivent évoquer. C'est pour ça que ça prend du temps. Alors, Trump, évidemment, il n'aurait jamais eu de dire qu'il allait régler ça en 24 heures. Alors, il dit que c'était une formule, mais ça va prendre du temps parce qu'il y a énormément de sujets et l'Ukraine en fait partie. Et le paradoxe de tout ça, c'est qu'au lieu que l'Europe s'en réjouisse en se disant, bon, écoutez, on va arrêter de se battre, on va trouver une solution, l'Europe prend le chemin de la guerre, veulent aller encore plus loin dans la guerre, et à la fin, ce qui risque d'arriver, c'est que peut-être que Moscou et Washington vont se mettre d'accord sur un sujet comme Nord Stream, qui était un projet européen, je le rappelle, à la base. Et quand je dis européen, c'est pas Union européenne, c'est un vrai projet européen, russe, suisse, français, bref, allemand, serait récupéré par les États-Unis, qui récupérerait une commission sur un produit que nous avions avant sans commission, sur un projet qu'eux-mêmes vont récupérer, là, que c'est un projet européen, c'est-à-dire qu'on va vraiment être encore plus
soumis que nous ne l'étions avant par notre propre bêtise. Parce qu'on n'a pas su défendre nos propres intérêts. Et on ne peut que féliciter les Russes et Américains de se mettre d'accord. On espère que ça va aboutir, parce que la paix, c'est quand même, je pense, quelque chose de fondamental. Mais à quel point est-ce qu'on peut être bête et c'est la branche sur laquelle on est assis avec ces sanctions, avec ce discours guerrier, sachant qu'on n'en a même pas les moyens. Je discutais encore avec un militaire qui était venu à une de mes conférences il y a quelques temps, qui disait qu'il était évident que la France ne pouvait pas durer longtemps, même si elle était alliée au Royaume-Uni, ou rajouter les Grecs, ou rajouter les Belges, les Danois. On ne peut pas faire cette guerre, à moins qu'elle devienne nucléaire. Et là, même dans ce registre-là, on perd. Donc, c'est cette incapacité de comprendre ce qui se passe et ce mensonge qui est flagrant de la part de Bruxelles. On nous a toujours dit que l'Europe, c'était la paix, que l'Europe allait défendre les intérêts des Européens. Et là, aujourd'hui, on voit que l'Union européenne, non seulement elle ne défend pas la paix, elle est une machine de guerre, elle veut devenir une machine de guerre, elle ne défend pas les intérêts des Européens, parce qu'in fine, on va peut-être se retrouver avec du gaz russe sur lequel les États-Unis prendront une taxe, et c'est ce qu'on va acheter. Et quand on n'achètera pas du gaz russe, on achètera du gaz naturel liquéfié américain. Qui sont les dindons de la farce là-dedans? Les Européens. Bien sûr, Nicolas Mirkovic. Mais alors, à quoi joue on sait bien qu'en effet, cette Europe de Bruxelles est une Europe est le faux nez du mondialisme. Mais Oui. à quoi joue Macron? À quoi joue Van der Leyen? Quoique elle, bon, après tout, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas élu, c'est un fonctionnaire, hein, une sorte de super fonctionnaire européen qui n'a de compte à rendre à personne ou à ceux qui l'ont réellement. C'est beau, hein, sympa comme métier. Mais et Macron, lui, est-ce que ce n'est que des tartarinades, du grand guignol, ou bien qu'est-ce que par rapport à tout ça, en effet, quand on regarde bien, l'analyse que tu viens de faire est évidente, c'est-à-dire que on n'a rien à gagner, on n'a pas militairement la capacité, nucléairement on perdrait. À quoi peut-il, qu'est-ce qu'il peut bien rechercher? Est-il fou à ce point qu'il ne se projette même pas dans un avenir proche? Parce que faire ce qu'il fait actuellement, ça va durer qu'un temps. Est-ce qu'il n'y a aucune stratégie derrière, et laquelle ce serait? Non, il n'y a pas de stratégie, parce que s'il y avait une stratégie, la France aurait compris ce qui se passait. C'est-à-dire que moi, qui n'ai pas les moyens d'information, de renseignement dont dispose normalement Macron, j'étais capable dès 2013 et du début du Maïdan de dire attention, il faut pas que ça continue, et j'ai pas arrêté de dire depuis cette époque-là, attention, on est en train d'aller vers un conflit majeur, on est en train de se tirer une balle dans le pied, peut-être même dans la tête si on continue comme ça. S'il y avait une stratégie, la France et l'Europe auraient prévu cette situation. On aurait désamorcé un conflit, on n'aurait pas laissé les négociations se poursuivre sur l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. On n'aurait certainement pas poussé, encouragé un coup d'État. On a encouragé un coup d'État sur la frontière russe. Et on n'a pas calculé la puissance, la force, la capacité de résilience de la Russie. Donc, s'il y avait une stratégie, on ne serait pas dans cette situation-là. S'il y avait une stratégie, la France aurait investi dans l'intelligence artificielle, dans les technologies, la fabrication de microprocesseurs de basse nanométrie, dans l'indépendance de notre système informatique pour avoir des serveurs, du matériel informatique qui nous soit propre, pour qu'on ne soit pas dépendant de nations étrangères pour fabriquer nos propres produits. On n'aurait pas désindustrialisé. Donc, on n'a rien vu de cette situation. On est en train de faire de la réaction. On a l'impression qu'on découvre cette situation alors que de nombreuses personnes l'ont annoncé depuis des années. Attention, si on continue dans cette voie-là, il va y avoir une guerre, des risques de guerre. Attention, si on va dans cette voie-là, si on n'investit pas dans l'école, on n'aura pas les ingénieurs, on n'aura pas les professionnels nécessaires pour développer l'économie de demain. Si on ne protège pas notre économie, on va avoir nos licornes qui vont être rachetées par des puissances étrangères. Si on n'investit pas dans la sécurité, ou si on n'est pas plus ferme sur l'application du droit, on va avoir une société qui va être de plus en plus violente. Donc tout ça, on pouvait le dire dès les années 80, Nicolas. C'était vraiment. Donc, s'il y avait une stratégie, on n'en serait pas là. Et il n'y a pas de plan B. Aujourd'hui, les responsables de l'Union européenne et les atlantistes ou les mondialistes, hein, c'est exactement la même chose, sont en mode panique, pour parler de manière un peu triviale. Ils n'ont pas de plan B. Donc, ils sont dans la rhétorique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas faire quelque chose. Hein. Quand Macron dit qu'avec Van der Leyen, ils vont aller chercher 800 milliards sur les marchés pour financer la guerre, c'est extrêmement flippant. Ils peuvent le faire.
Ils peuvent le faire, mais c'est la réaction. Il n'y a pas de stratégie. Et c'est ça ce qui est inquiétant, parce que comme il n'y a pas de stratégie et qu'ils sont dans la réaction, c'est dans ces moments-là que l'homme se prend les pieds dans le tapis, que l'homme fait des erreurs. C'est pas calculé. Si on regarde ce qu'ont fait les Chinois, les Russes, les Indiens, les Salvadoriens, hein, pas la peine d'aller chercher que des pays avec plusieurs centaines de millions d'habitants qui se sont donné les moyens d'atteindre des objectifs clairs, eh bien, ils y arrivent. Et nous, on n'a pas fait ça. Donc, nous, on est dans la surréaction. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent aujourd'hui qu'ils vont essayer de sauver les meubles parce que le mondialisme est vraiment chahuté de toutes parts, à l'est, au sud, à l'ouest. Les peuples, en plus, ne sont pas heureux. Si on regarde les indicateurs sociaux français, les indicateurs économiques français, les projections de la France et de l'Union européenne sont mauvaises. C'est tout ça. Donc, eux, ce qu'ils se disent, c'est qu'il faut qu'on maintienne on traverse une zone de turbulence, il faut qu'on essaie de s'en sortir. Et donc, ils font c'est de la parade, c'est de la gesticulation. On va envoyer des armes, on va investir dans investir dans ses propres, dans une défense européenne. Ça, c'est pas en appuyant sur un bouton, ça se déclare pas. On a des peuples qui parlent pas la même langue, qui n'ont pas du même matériel, qui travaillent au sein de l'OTAN et on voit à quel point au sein même de l'OTAN, ils n'y arrivent pas. Macron disait il y a encore quelques années que l'OTAN était en état de mort cérébrale et donc et du jour au lendemain, il dit oh on va faire une défense européenne, mais ça se travaille sur le temps long et ça se travaille sur le temps long comme les universités, comme la santé, comme la sécurité, comme la justice, comme tous ces chantiers que l'Europe a vraiment, où l'Europe elle a été invisible. On l'a pas vu. Donc, il ne faut pas prendre tout ça au sérieux. Pour résumer, il ne faut pas prendre tout ça au sérieux. Il y a beaucoup de gesticulation, mais la probabilité que le fanatisme de ces mondialistes qui sont en train de voir leur monde disparaître devant leurs yeux recourent à des mesures extrêmes pour défendre ce qu'ils pensent pouvoir encore défendre existe. Et ils peuvent quand même nous pousser vers la guerre. Ils sont vraiment idéologiques. Ce sont des idéologues du mondialisme. Et plutôt que de dire, bah voilà, ça marche pas, eh bien, et on va revoir notre position, ou alors on va s'adapter, ou alors on va, eh bien, ils sont encore, non, là on fonce dans le mur, ben on va accélérer. Et ils espèrent, en gros, ce qui est leur calcul est le suivant, on va savonner la planche de Trump. Dans quelques mois, dans 2 ans, il y a les midterms. On va essayer de faire en sorte que les démocrates gagnent. Il y aura des enquêtes sur l'administration Trump. Il y aura une majorité de blocage de la politique Trump. Et ensuite, 2 ans plus tard, on fait en sorte qu'un démocrate ou un républicain, un néoconservateur prenne le pouvoir. Et ça, c'est peut-être notre planche de salut pour relancer la machine. Et ça nous laisse un peu de temps de réflexion. Et en attendant, eh bien, on risque la guerre. On voit la France et l'Europe continuent de s'effondrer à un moment où le reste du monde a juste envie de paix, de discussion bilatérale avec d'autres nations et de revoir le modèle mondial. Donc ça, on est quand même dans une situation plus que dangereuse avec des personnes qui sont déconnectées de la réalité. Ça, je pense que ça, c'est un grand phénomène.